Les deux anciens rockers parisiens du lycée Carnot, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, incarnent avec Daft Punk toute la violence créative d'une adolescence à peine achevée. Quand le morceau Daft Punk est joué le 2 octobre 1996 au Queen, c'est un cataclysme à l'échelle d'une génération. Le titre met tout le monde d'accord, rêveurs, clubbeurs, rockers et même rappeurs. La Daft Mania est en marche. Daft Punk, c'est sorti en 95 sur un label obscur, Soma, écossais. Je te dis obscur, chez les disquaires indépendants, ça cartonnait. Je devrais avoir un Daft Punk à vous montrer. J'ai tout vendu. En fait, on est toujours à court de Daft Punk. Il y avait une attente, il y avait une excitation. Moi, je les ai vus, Ministry of Sound, en 95, en live. C'était blindé, c'était fou, il se passait quelque chose. Avant les Daft, c'est vrai qu'on bricolait, plus ou moins bien, mais c'était vraiment du bricolage. Et ils sont arrivés en disant, mais attends, fini de rigoler les gars. Ils ont imposé un son au monde. It's genius whatever they touch. In music history, maybe one of the most interesting thing coming out of France. En juin 96 exactement, pour être précis, je déjeune avec Thomas et qui me dit voilà, on est en train de bosser sur notre album, on aime bien ton énergie, on a besoin de quelqu'un pour nous épauler, faire le day-to-day, répondre aux fax. Nous, on a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000 disques. Donc il y a des gens qui sont intéressés par cette musique partout. Donc, et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des trucs dans sa chambre. Une chose flagrante quand on écoute Daft Punk, c'est le pied, c'est le kick. Qui était écrasant, c'est-à-dire que quand tu faisais autre chose, moi j'avais l'impression tout d'un coup de faire de la vieille à la roue, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'il y avait une brutalité dans l'usage du sampling. Tout le monde voulait le son des Daft. Je pense que ils peuvent aller remercier, il y a une marque qui s'appelle Alessi qui a fait un petit compresseur, et c'était le compresseur des Daft. Le jour où ils ont commencé à le dire, ils en ont vendu des camions. Toute cette génération, tous les gens qui sont nés après cette époque ou qui vivaient déjà cette époque-là, ne parlaient plus de musique. Ils ne disent jamais ma musique, ils disent le son, c'est du bon son. Qu'est-ce qui rend le son des Daft Punk si addictif ? Sans doute quelques réminiscences enfantines comme cette mélodie de Guimbard proche de l'an 2001 de Pierre Bachelet. Tin, 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 tin. Il y a aussi une science disco héritée du producteur Daniel Vanguard, père de Thomas Bangalter, mais surtout transmise par des robots 70s venus de l'espace. Tous ces disques de Space, les Rockets, etc., toute cette espèce de disco underground ultra cosmique, ultra barré, qui était un peu une sorte de Daft Punk avant la lettre. Quand tu vois les Rockets, c'était des types, on n'a jamais su quelle tête ils avaient, ils étaient peints pour avoir l'air d'extraterrestres. Et puis de ça est sortie une disco française qui a eu beaucoup plus de succès avec les producteurs de Village People, avec Céron. Je trouvais que discothèque, c'était long. Et on était aussi dans la période où on commençait à couper les mots en abréviation. Et j'ai coupé le mot discothèque en mettant disco. C'était un petit peu du marketing avant l'heure. Et c'est comme ça que c'est parti en fin 76, quoi. On était une bande de Français. Il y avait Gauthier, il y avait Good. On était tous en pleine lumière, branchés, pas populaires par la masse. Tout ce mélange a fait oui, une période très sexe. Ouais. Si Daft Punk est le morceau qui invite la rave au club, c'est au Queen que se produit cette métamorphose. Internet n'est pas encore là et les flyers d'Agnès Dahan circulent sous la doudoune pour y rameuter toute la ville. Les Daft Punk inaugurent le plus grand club des Champs-Élysées, désormais accessible à tous, avec les soirées Respect. Comment expliquer que dès la première, il y a eu un tel monde ? Effectivement, les Daft Punk ont joué la première, mais à l'époque, personne ne connaissait les Daft Punk, ou presque. Hein.
Bon, à la base, il y avait quand même un truc, c'était une soirée ouverte, quoi. Et pour un club sur les Champs-Élysées, qui était un club gay à la base, oui, notre public, il était sacrément mixte, sacrément ouvert. Ce furent des fêtes dans lesquelles s'inventait une nouvelle culture et qui rompait avec cet héritage du club exclusif, élitiste, voilà, dont il faut faire partie, le in crowd, comme on dit en anglais. En fait, on n'avait pas de physio. Ouais, il n'y avait pas de physio. On s'est dit, tant qu'à faire, prenons pas de physio. Il y avait une porte, mais qui n'était pas sur des critères parisiens. C'était gratuit, hein. N'oubliez pas que c'est gratuit, il n'y avait pas de liste. Hein. Et ça a toujours été la première soirée, je crois qu'on a eu 2005 ou 3000 personnes. La première, 1800, je crois. 1800, ok, bon, j'exagère un peu. On est sorti avec les rêves et à un moment on s'est dit on va s'approprier un peu les clubs. Tout d'un coup les patrons de boîtes de nuit se sont dit mais en fait cette musique-là, ça va, tu as tous les jeunes veulent danser dessus, donc ils ont commencé à en passer. Et c'est vrai que nous, nos soirées, elles ont commencé à rentrer dans le centre de Paris. On était quand même fascinés par les clubs. C'est-à-dire que plus on apprenait sur les soul house et de la techno, plus on voyait qu'il y avait des clubs à New York, le Paradise Garage, à Chicago, les clubs de Frankie Knuckles. Ils cherchent à créer des liens, des ponts, par exemple, avec toute la culture club de New York, puisqu'ils invitent des gens comme Joe Closell ou David Mancuso du Loft, donc un pionnier de la club culture new-yorkaise. Ce qui a été assez drôle, le truc de succès, c'est les gens improbables qui sont venus à notre soirée, quoi, parce qu'il y a vraiment Calvin Klein est venu à notre soirée. Robert Smith. Non, pas Robert Smith, là tu vas trop loin. Le mec de Cure. Non, le mec de Depeche Mode. Enfin, je sais pas qui, Pulp. Le mec de Cure et le Robert Smith. Mais si, il était avec sa mère. Club ouvert, il y avait comme ça que des jeunes, des gamins qui étaient allés au lycée le lendemain matin et qui venaient danser comme leur lointain grand cousin ou arrière cousin d'Amérique, qui venaient danser pour s'amuser, voilà.